Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, l'item 194, un sujet absolument central pour l'EDN, le lupus érythémateux systémique, le LES, et le syndrome des antiphospholipides, le SAPL. Ce sont deux pathologies auto-immunes qui touchent surtout les femmes jeunes. Elles sont souvent liées et leur diagnostic rapide, c'est vraiment la clé pour le pronostic. Allez, on va plonger dans les détails. L'objectif aujourd'hui, c'est simple, s'armer de toutes les connaissances précises et à jour pour faire la différence le jour du concours. On va décortiquer les mécanismes, mémoriser les critères et bien comprendre les stratégies de traitement. C'est parti! Bon, pour bien comprendre le lupus, il faut d'abord poser les bases. Sa définition et surtout la diversité incroyable de ses symptômes. C'est ce qui en fait un vrai casse-tête au diagnostic. On commence donc par les fondamentaux. Alors, décortiquons un peu cette phrase. Maladie auto-immune systémique, ça veut dire que le système immunitaire se dérègle et attaque ses propres cellules, et ça, dans n'importe quel organe. C'est ça, la clé de son polymorphisme clinique. Et la cible, ce sont les composants du noyau cellulaire. En gros, ça crée des complexes humains qui vont se déposer partout, la peau, les articulations, les reins, et ça déclenche une inflammation. Côté épidémio, le profil type à retenir, c'est vraiment la femme jeune, 9 fois sur 10, avec un pic entre 15 et 45 ans. Dès le départ, il y a une distinction capitale à faire. Il y a le lupus cutané, le LEC, qui, comme son nom l'indique, se limite à la peau. Et puis, il y a celui qui nous intéresse vraiment pour l'EDN, le lupus systémique, le LES, parce que c'est lui qui donne des atteintes d'organes potentiellement graves et qui engage le pronostic. Ce qui est hyper important de comprendre ici, c'est que toutes les atteintes de la peau n'ont pas la même signification. Le lupus cutané aigu, c'est un vrai signal d'alarme. Dans 90% des cas, il y a une maladie systémique derrière. Pour le lupus subaigu, c'est une chance sur 2. Et enfin, le lupus chronique, qu'on appelle aussi discoïde, est beaucoup moins souvent associé à une maladie systémique. C'est un point essentiel pour orienter la suspicion clinique. On en arrive au signe clinique le plus connu, le vespertilio, ou l'érythème en aile de papillon. Il s'agit de plaques rouges, un peu gonflées, sur les joues et le nez, mais qui respectent bien les sillons nasogéniens. Le point absolument crucial, c'est sa photosensibilité. Le soleil déclenche ou aggrave l'éruption. Et un petit détail qui a son importance, contrairement aux lésions du lupus discoïde, celle-ci ne laisse pas de cicatrices. Au-delà du vespertilio, il y a d'autres lésions à connaître. Le lupus subaigu, ça se présente sous forme de lésions en anneaux ou qui ressemblent un peu à du psoriasis. Elles sont très souvent associées aux anticorps anti-RO/SSA. Le lupus chronique ou discoïde, c'est encore autre chose. Ce sont des plaques bien délimitées, rouges, avec des squames et une atrophie au centre qui laisse une cicatrice et peut provoquer une chute de cheveux définitive. Et bien sûr, il faut rester attentif aux signes plus généraux, comme un phénomène de Raynaud ou une alopécie diffuse. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, le diagnostic. Comment est-ce qu'on peut affirmer qu'un patient a un lupus systémique? C'est une partie super importante parce qu'elle repose sur des critères très précis. Et attention, il y a une évolution majeure à connaître. Historiquement, on utilisait les 11 critères de l'ACR de 1997, ceux qui sont affichés ici. Il en fallait au moins 4 sur 11. Mais attention, la référence aujourd'hui, ce sont les critères ULAR-CR de 2019. Ils sont beaucoup plus performants. Le principe est différent, il y a un critère d'entrée obligatoire, avoir des anticorps antinucléaires positifs à 1,80 minimum. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, on calcule un score basé sur différents items cliniques et biologiques. Un score de 10 ou plus, et le diagnostic de LES est posé. Le bilan paraclinique est donc fondamental. Côté immuno, les anticorps antinucléaires ou AN, c'est le test de dépistage. S'ils sont positifs, on va chercher les anticorps plus spécifiques. Et là, il en a 2 à retenir par cœur. Les anti-ADN natifs et les anti-SMI. Ils sont très spécifiques du lupus. La baisse du complément, le C3 et C4, c'est non seulement un signe d'activité de la maladie, mais aussi un mauvais pronostic, surtout pour le rein. Et la biopsie de peau, avec la fameuse bande lupique, confirme l'atteinte cutanée. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie thérapeutique va dépendre de la gravité de la maladie, mais il y a une molécule qui est vraiment la star du traitement. Voilà, le message central, c'est celui-ci. L'hydroxychloroquine, c'est le traitement de fond pour tous les patients qui ont un lupus, sauf contre-indication bien sûr. Après, on adapte. Pour les formes légères, juste cutanées et articulaires, on peut ajouter des anti-inflammatoires ou des petites doses de corticoïdes. Mais pour les formes graves, comme une atteinte rénale sévère, là, on passe à l'artillerie lourde. Un traitement d'attaque avec de fortes doses de corticoïdes et des immunosuppresseurs, puis un traitement d'entretien pour calmer le jeu sur le long terme. En plus des médicaments, il y a ces 4 mesures qui sont absolument non négociables, pour tout le monde. La photoprotection, c'est la base. L'arrêt du tabac, c'est impératif. La contraception doit être bien choisie. On évite les pilules œstroprogestatives parce qu'elles augmentent le risque de thrombose et peuvent déclencher des poussées.
Et enfin, pour l'hydroxychloroquine, la surveillance ophtalmo tous les ans, c'est une règle d'or pour dépister une éventuelle toxicité sur la rétine. Allez, on bascule sur la deuxième partie de l'item, le syndrome des antiphospholipides, ou SAPL. Il peut être isolé, c'est le SAPL primaire, ou alors associé à une autre maladie, et le plus souvent, c'est le lupus. On parle alors de SAPL secondaire. Le CPL, c'est donc un état d'hypercoagulabilité. Le sang coagule trop facilement à cause d'une réaction auto-immune. La définition, elle repose sur 3 piliers. 1. Des événements cliniques, des thromboses ou des problèmes pendant la grossesse. 2. Une anomalie biologique persistante, les fameux anticorps antiphospholipides. C'est l'association des deux qui fait le diagnostic. Voici un signe cutané qui doit vraiment allumer une lumière rouge dans la tête. Le livedo racemosa. Ce n'est pas le livedo banal qu'on peut avoir quand il fait froid, avec des petites mailles fermées. Non, là ce sont de grandes mailles violacées, irrégulières, ouvertes, souvent sur le tronc. Quand on voit ça, on doit tout de suite penser à un état prothrombotique et en premier lieu au SAPL. Comme pour le lupus, le diagnostic du SAPL est très codifié et se base sur des critères internationaux. Et les conséquences du traitement sont énormes parce que le but c'est d'éviter une récidive de thrombose, qui peut être mortelle. Voici la diapositive clé pour le SAPL, les critères de Sidney. La règle est simple. Il faut au moins un critère clinique et au moins un critère biologique. Pour la biologie, l'anticoagulant circulant de type lupique est celui qui est le plus fortement lié au risque de thrombose. Et le point crucial, le piège classique à l'examen, c'est que le critère biologique doit être recontrôlé et toujours positif au moins 12 semaines plus tard. C'est ça qui prouve qu'il est persistant. Ce message est fondamental, mais il faut y apporter des précisions. Pour un SAPL avec une thrombose, le traitement, c'est une anticoagulation efficace, le plus souvent à vie, avec des AVK. Et attention, les anticoagulants oraux directs, les AOD, sont contre-indiqués, surtout si le patient a les 3 types d'anticorps, car il y a un risque plus élevé de thrombose. Et pour le SAPL obstétrical, là, le traitement est complètement différent. C'est l'association d'aspirine à faible dose et d'héparine à dose préventive dès le début de la grossesse. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça en quelques points essentiels. Ce sont les éléments qui doivent être parfaitement clairs et mémorisés pour le jour J. C'est le moment de tout fixer. Résumons. Pour le lupus, les mots-clés sont femme jeune, polymorphisme, atteinte rénale. Le diagnostic, c'est avec les critères EULAR/ACR 2019. Le traitement de fond, c'est l'hydroxychloroquine pour tout le monde, plus un traitement adapté à la gravité. Pour le SAPL, les mots-clés sont thrombose et problème de grossesse. Le livedo racemosa, c'est le drapeau rouge sur la peau. Le diagnostic, ce sont les critères de Sidney avec la confirmation biologique à 12 semaines. Et le traitement d'une forme thrombotique, c'est une anticoagulation par AVK, souvent à vie. On termine avec cette question pour que ça devienne un vrai réflexe. Une thrombose, surtout chez quelqu'un de jeune sans facteur de risque évident ou des problèmes de grossesse à répétition, ça doit impérativement faire chercher un syndrome des antiphospholipides. C'est un automatisme de diagnostic qui peut littéralement changer une vie. Merci pour votre attention et bon courage pour les révisions.